Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, amis du Wargame et du Code du Rhône, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rural Hammer, dans sa petite rubrique chat. Aujourd'hui, nous allons parler des ressorts dramatiques liés au Wargame et qui tendent à s'amenuiser dans le paysage actuel. Pourquoi jouons-nous ? Alors ça, chacun aura une réponse assez différente. Pour certains, ça va être l'aspect un peu compète. Pour d'autres, ça va être l'aspect rigolo. Pour d'autres, dont j'avoue faire partie intégrante, ça va être de recréer sur table des ressorts dramatiques, du drame, du beau, du triste, tout simplement de redéployer l'émotion au sein de nos parties. Et l'émotion, retranscrire l'émotion, eh bien, ce n'est pas toujours chose aisée. Ça ne vous aura pas échappé, nous vivons à l'époque de la dédramatisation systématique. Et ça transparaît actuellement vraiment dans le paysage culturel actuel, que ce soit au sein du cinéma, des séries, de tout ce qui fait finalement un peu le spectacle. Nous vivons une époque de dédramatisation presque pathologique, j'ai envie de dire. Donc le meilleur exemple, c'est surtout dans le cinéma. Le cinéma, je veux dire, incarne à merveille ce qui est désormais le, entre guillemets, « don't hurt my feelings ». Il ne faut pas me brusquer. Il ne faut pas trop m'émouvoir, il ne faut pas me brusquer dans ce que j'éprouve, dans ce que je ressens. Et à vrai dire, l'industrie entière semble se plier à ce constat. Le don't hurt my feelings est partout et plus spécialement dans le petit monde occidental. Alors pourquoi ? Partout autour de nous, l'industrie semble avoir fait vœu de ne plus choquer personne, de ne plus brusquer personne. Peut-être vivons-nous dans un monde suffisamment dramatique pour que le petit monde du spectacle nous offre autre chose. Peut-être que nous sommes tous devenus un petit peu trop fragiles également. Peut-être que maintenant on prend tout le monde un petit peu trop dans le sens du poil. Il y a plusieurs aspects, je pense, sociologiques à tout ça. On vit dans la dédramatisation, on vit également dans une période où on élève des enfants rois, où le petit monde de la culture se frotte à toute une batterie d'ambitions un peu socio-politiques, où il ne faut pas brusquer la moindre minorité, et ces minorités, elles sont plutôt agissantes dans le monde de la culture. Bref, tout ceci forme une nébuleuse où l'industrie va dans le courant de la dédramatisation. Et bon, pendant des décennies, moi j'ai toujours appelé le gros cinéma américain, par exemple le gros cinéma mainstream américain, on a souvent parlé de films de merde, et à raison, honnêtement. Maintenant, honnêtement, ces dernières années, on va plutôt vers ce qui est, à mon sens, un non-film. C'est-à-dire des films que l'on traverse, de A à Z, sans être brusqué le moins du monde. Et on sait que, par exemple, la mort d'un personnage, si dramatique potentiellement soit-elle, va être contrebalancée dans les secondes suivantes par une grosse vanne complètement gogol. Et du coup, cette dédramatisation, elle prend forme dans un récit que l'on traverse, mais sans la moindre forme d'intérêt, tout simplement parce que ce récit va être débarrassé de la moindre forme d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Là où il n'y a plus de drame, c'est simple, il n'y a plus d'enjeu. Les personnages qui meurent, on les fait revivre, et n'importe quelle situation dramatique va tout de suite être tempérée par l'humour, et un humour souvent au ras des pâquerettes. Donc, je ne vais pas illustrer la chose au-delà du raisonnable. Vous avez tous vu, par exemple, ce que sont les derniers films Marvel. Marvel bouffe à tous les râteliers de la dédramatisation. On traverse les derniers films Marvel comme on traverse un embouteillage, quoi. Je veux dire, c'est débarrasser de la moindre forme d'émotion, du moindre enjeu dramatique. Et ça, ça forme ce que j'appelle un non-film. C'est quelque chose duquel on sort
sans avoir rien ressenti. Vraiment rien ressenti. Toute forme d'émotion est noyée dans à la fois l'humour gogol, l'habillage graphique complètement violent, quoi. Il y en a partout l'écran. C'est du fond vert. On ne s'émeut de plus rien. On ne s'émeut de plus rien, si vous voulez, qu'il y ait une forme physique ou une émotion humaine véritable. Et donc ça, on retrouve ça beaucoup dans les sphères les plus mainstream, on va dire. Mais il y a également cette dédramatisation qui va venir contaminer des contenus un peu plus adultes, un peu plus subversifs. Et j'ai noté également l'apparition d'un autre symptôme de notre époque, c'est celui de la violence gogol. Le syndrome de la violence gogol. Alors, de mémoire de spectateurs assez peu assidus en la matière, on va pas se mentir, j'ai vu pas mal apparaître ça, par exemple, avec Deadpool, ce film que tout le monde a trouvé génial et que j'ai trouvé mais vraiment atroce, mais vraiment du début à la fin. Si vous voulez, Deadpool a inauguré un modèle de production qui consiste à dire que l'auteur, par exemple, ou l'acteur, dans ce cas-là, qui était Ryan Reynolds, c'est ça, on va vous vendre l'idée que cet acteur s'est battu contre l'industrie, contre le système, pour imposer sa vision. Tout ceci est faux de A à Z. C'est tout simplement une technique de marketing qui ne date pas de ce film-là, mais qui a été un peu redéployée assez massivement ces dernières années. C'est-à-dire le combat d'un homme contre une machine, en l'occurrence Hollywood, pour imposer sa propre vision et pour créer un véritable contenu subversif à destination d'un public adulte. Et le résultat, ça donne quoi? Donc, on a vu pas mal de produits émerger de ça. Donc, j'ai pensé à Deadpool. Je pense également à la série The Boys, sur laquelle j'ai travaillé. Et d'autres contenus un peu comme ça, souvent signés Amazon ou une autre plateforme. Récemment, on a également eu Fallout dans cette même veine, en fait. C'est la veine de la violence gogol. C'est-à-dire que un contenu prétendument subversif, finalement, va devenir une gigantesque blague. Parce que quand vous regardez ce type de contenu, c'est en mode regardez, sa tête, elle a explosé, il y a le cerveau qui est sorti. Tu vois, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est la subversivité gogol, la violence gogol. La violence, néanmoins, très présente. Si vous voulez, graphiquement, on a des membres arrachés, des têtes qui explosent, etc. Donc, on va commencer à faire le parallèle avec 40 000. C'est qu'on parle d'un contenu violent, mais qui va être immédiatement tempéré par l'humour, mais un humour, même s'il est trash, demeure de l'humour. Ce qui fait que finalement, on se débarrasse de la gravité. Ne demeure plus que la violence graphique, mais cette violence graphique, elle va perdre finalement tout son côté organique. Et je vous renvoie, par exemple, au cinéma, qu'il soit japonais ou coréen, qui eux ont plutôt opté pour la production d'une violence, mais terriblement organique. C'est-à-dire que chaque perte est tragique. Chaque violence va un peu vous retourner l'estomac devant finalement le caractère très cru de son visuel, mais également de son enjeu dramatique et à puissance maximale. Et on ressent de l'intérieur cette violence. Donc tout ça concerne principalement le mainstream, qu'il soit européen ou américain. Mais je parlais du monde occidental et à juste titre, c'est que du côté du cinéma asiatique, par exemple, on demeure vraiment dans cette veine adulte, subversif, mais extrêmement dramatique. On y trouve toujours un peu d'humour, mais qui vient justement tempérer avec une certaine forme de génie la violence de base. Et on retrouve ça principalement dans le cinéma coréen, qui est absolument brillant, même si on referme une parenthèse, je pense, qui a duré pas moins de 2 décennies. Voilà, le cinéma coréen qui a été très démocratisé avec la sortie à l'époque de Old Boy et qui a dans son sillage, donc Old Boy dans son sillage, a donné naissance à tout un tas de cinéastes vraiment excellents et qui là, leur marque de fabrique, c'était la violence, mais la violence qui prend aux tripes, pas la violence gogol façon Deadpool. On retrouve ça également dans le petit monde du cinéma indien qui, très sincèrement, ces 3 dernières années est le cinéma qui m'a fourni le plus d'émotions, mais alors véritablement. Et là également,
ils prennent complètement à rebours le modèle américain. C'est que eux, ils ne vont pas faire de dédramatisation, ils vont faire de la surdramatisation. C'est-à-dire que là, chaque perte humaine, mais vous allez être touché au tréfonds de votre âme. Les histoires d'amour sont complètement pétaradantes. On vit tout simplement. Tout ça, ça crée quoi? Ça crée de l'émotion. La dramatisation va créer de l'émotion. Et donc, dans le cas du cinéma indien, là on est dans la surdramatisation, c'est que les mecs, ils lâchent les chevaux, mais puissance 1 million. Je ne sais pas si vous avez vu ce blockbuster indien sorti de mémoire en 2021 ou 22 qui s'appelle RRR, donc les 3 lettres RRR. Jetez-vous sur ce film. Si vous voulez vous sentir vivant à la vision d'un blockbuster surdramatique, c'est absolument là qu'il faut aller. Ça dure 3 heures. Au bout de 2 heures et demie, vous êtes épuisé devant tant de drames, tant d'affrontements titanesques. C'est absolument fabuleux. Et il vous reste la dernière demi-heure qui est une véritable apocalypse d'émotions. Franchement, moi j'ai vu ça, ça m'a retourné quoi. J'ai fait non, d'accord, c'est là qu'il faut aller. C'est là où on voit du cinéma qui nous fait ressentir des choses. C'est là où il y a du drame, de l'émotion. Il y a absolument tout dans le cinéma indien de ces 5 dernières années. C'est absolument brillant. Et de l'autre côté, dans notre camp, dans le camp un peu occidental, cette dédramatisation commence vraiment à porter les stigmates de sa propre mort. Franchement, tout le business se casse la gueule. Les gens ne ressentent plus rien en allant voir ces films. Et on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, par exemple dans les années 90, quels étaient les contenus cinématographiques qui avaient le plus de succès. Eh bien, moi, je repense par exemple à Kevin Costner dans Robin des Bois, Mel Gibson dans Braveheart, Russell Crowe dans Gladiator. Tout ça, c'était des contenus extrêmement dramatiques et les gens ressentaient véritablement quelque chose en allant voir ces films. En allant voir ces films, on était submergé par l'émotion. C'était dramatique, épique, violent. Bref, le genre de contenu qui nous fait nous sentir vivants. Et où je veux en venir avec tout ça, c'est pas une émission de cinéma, les mecs, calmez-vous. Eh bien, j'allais en venir que, bien désormais, on retrouve ça dans le petit monde de Warhammer 40 000 en particulier. On retrouve ça, par exemple, dans les vidéos de rapports de bataille. Les vidéos de rapports de bataille vont vous offrir un spectacle absolument dédramatisant dans son grand ensemble, parce que on va en parler, il y a des gens encore qui ont à cœur de faire du véritable contenu dramatique autour de quelque chose aussi insipide qu'une partie de Warhammer 40 000 filmée. Mais les vidéos de rapports de bataille dans leur grand ensemble vont faire vœu de dédramatisation. C'est absolument systématique. Bon, déjà, on peut parler un peu d'une immersion qui finalement laisse toujours un peu à désirer. Nous sommes dans une pièce, là, voilà, avec des êtres humains qu'on voit. Il y a des étagères, il y a des posters, il y a des vitrines de figurines. On n'est pas plongé dans un autre monde, on est plongé dans une salle de jeu. Eh bien, la vocation va être tout simplement de représenter un jeu. Et bien généralement de rigoler. Mais ces rapports de bataille qui tournent assez souvent autour d'une mécanique méta, donc l'accent va être mis dans ces vidéos autour de la compétition, autour des mécanismes de jeu, autour des petits tricks de joueurs que les participants vont nous partager. Donc naturellement, ça demeure toujours intéressant si on s'intéresse à cette veine de jeu-là. Mais la dédramatisation est systématique, c'est-à-dire qu'un gars qui va perdre son Primarque, ça va être des éclats de rire, on l'enlève de la table, on va dire sans grande cérémonie, des victoires écrasantes se font dans la rigolade, et moi, en tant que spectateur, j'en ai un petit peu marre de ça, j'en ai un petit peu marre, et un excellent test, c'est que parfois, par exemple, je me regarde un rapport de bataille, il y a ma petite dame qui est dans la pièce d'à côté, du coup, elle entend le truc un peu de loin, et au bout d'un moment, elle vient me dire, elle fait, mais c'est qui ces gogoles, quoi? C'est qui ces gogoles qui éclatent de rire, qui font des blagues tout le temps, mais souvent même des blagues pas drôles. Et j'ai envie de dire, c'est encore
parfois pire du côté anglo-saxon, où là, ça tourne un peu à l'hystérie. C'est que vraiment, tout le monde se la donne complètement, tout le monde hurle, tout le monde fait des vannes, etc. Bref, on aimerait parfois voir un peu le retour de véritables enjeux autour d'une table. Donc déjà, un enjeu vient avec une histoire. Il faut poser un décor, il faut poser un contexte. Pour créer de l'enjeu, il faut un récit. Et donc, dans le petit monde de la méta, de l'affrontement un peu compétitif et surtout des tables de jeu qui ont des décors en carton sur elles, c'est difficile, voire impossible de recréer quelque chose de grave, de quelque chose de potentiellement émouvant. C'est extrêmement difficile, mais à vrai dire, il n'y a même pas la volonté d'essayer au sein de la plupart des chaînes de rapports de bataille YouTube. Les gens, si vous voulez, n'essayent même pas de recréer quelque chose. Donc, mais bon, cependant, là, je suis en train de faire des généralités alors qu'il y a beaucoup de choses de qualité sur YouTube, on va pas se mentir. Quel meilleur exemple que Planet Wargame, par exemple? Je vous renvoie à une des dernières vidéos de rapport de bataille narrative de Planet Wargame qui voyait s'affronter une horde de Drukhari belliqueux face à un chapitre Space Marine sur le déclin, donc qui était joué par Vincent à l'époque. Là, on a le meilleur spectacle qui soit en termes de rapport de bataille narratif. Il y a des enjeux tout le temps. Il y a du drame partout et ça, Vincent l'a parfaitement incarné parce que ce chapitre Space Marine sur le déclin, chacune de ces pertes sera une perte définitive et donc chaque personnage avait son petit nom. Chaque mort est définitive, chaque mort est tragique. C'était tout simplement excellent. Le truc durait 5 heures. Je me rappelle, j'ai lancé ça en même temps que ma soirée peinture. Résultat, j'ai quasi rien peint tellement j'étais absorbé par le bazar, quoi. Je me suis dit, mais mec, c'est vraiment ça finalement, moi, que je veux voir tout le temps. C'est vraiment ça. C'est déjà un contexte posé, un décor posé, une table narrative superbe, un fond noir. Et ça, quelque part, le fond noir, ça aide vraiment à s'isoler du reste du monde, quoi. On est seul face à la table de jeu, seul face à ce décor incroyable, ces armées qui s'affrontent et ces pertes humaines qui seront vraiment ressenties avec l'amertume, avec le drame nécessaire. Donc il y avait de la tristesse, il y avait des choses drôles. C'était vraiment excellent. Donc big up à Vincent, enfin, franchement, qui fait ce boulot-là, qui depuis continue. Il y a eu pas mal d'autres rapports de bataille depuis qui sont vraiment excellents, quoi. Cependant, il continue à filmer une partie de jeu. Donc on filme des lancers de dés, on filme des joueurs qui rigolent. Ça ajoute vraiment à la dimension humaine. Et également, on peut aller voir du côté de 40K Wargamers TV qui parfois font des petits rapports de bataille avec une mise en scène vraiment à très bon niveau, un contexte, un décor, des armées assez thématiques. Et là encore, on reçoit vraiment une petite dose de drame dans la gueule et ça fait du bien. Donc vraiment, là, encore une fois, big up à Phil de 40K Wargamers TV qui font vraiment du très bon boulot en termes de rapport de bataille. Donc bref, j'ai fait des généralités, mais quand on aime le drame, quand on aime les belles batailles, quand on aime le narratif, il y a quand même des gens qui font ce boulot-là. Et ces gens, il faut les encourager, les saluer et pourquoi pas leur donner quelques euros par mois pour que ça puisse continuer justement. Mais donc, dans son infinie globalité, le petit monde du rapport de bataille, donc, et j'ai envie de dire le petit monde des parties Warhammer, que ce soit en association, chez vous ou quoi, on est quand même sur une dominante méta sans âme, une immersion quasi nulle et des morts qu'on va prendre de manière rigolote. Donc il y a absolument tout, quoi. Il y a tout ce que j'ai énuméré précédemment. Il y a à la fois la dédramatisation, il y a la violence gogol et il y a le manque de corps, quoi, le manque de fond. Et donc pourquoi moi je veux le retour du drame, c'est tout simplement pour l'émotion. Donc, on garde en tête les exemples de grands succès dramatiques qu'il y a pu avoir à la fois dans le monde du cinéma. Et j'en tiens aussi pour preuve, par exemple, le grand succès des vidéos de lore qui sont extrêmement dramatiques. Par exemple, le boulot que fait Indomitus 40K, le mec nous fait des vidéos de 3 heures avec une mise en scène extrêmement dramatique.
le mec fait un carton plein et c'est bien mérité parce que le travail est exceptionnel. Ici, en termes d'émotion, tous les curseurs sont au maximum, quoi. Honnêtement, quand j'ai écouté l'Odyssée de Fulgrim et l'histoire de sa légion, les Empereurs Children, mais à la fin, on ressent quelque chose de fort, quoi. Bref, à mon sens, le wargame, le lore, les batailles, bref, l'univers entier de Warhammer 40 000 est dramatique dans son essence. Et ça, c'est quelque chose que je pense, moi et la plupart d'entre vous, va vouloir retrouver sur une table de jeu. Parce que la petite mécanique de jeu sans âme, accompagnée de lancer de dés, on en a un peu marre. Honnêtement, lorsque vous jouez en assaut ou chez vous, ou avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition, à quoi ça ressemble la plupart du temps une partie de Warhammer 40 000? Eh bien, ça ressemble à ça. Ouais, alors, mon escouade de 10 Hellblaster va prendre pour cible ton unité de 20 cultistes là-bas, ouais. Du coup, grâce à mon ciblage incursor, ils vont toucher à 2. D'accord. Donc serment de l'instant, donc ça touche à 2, reroll, ouais, c'est pas mal stable, ouais. Ah bah oui, j'avoue. Donc voilà, touche à 2, reroll, serment de l'instant. Effectivement, c'est stable. Et vu qu'ils sont accompagnés d'un capitaine qui a l'amélioration bolter discipline, tout ce qui est du 5, ça fait du sustain. D'accord. Donc voilà, ça nous fait un total de 34 touches. Bah oui, mais t'avais lancé 20 dés. Ouais, mais sustain, 5+, tout ça, bah, c'est pas méta, mais c'est pas mal quand même. J'avoue. Ensuite, force 8, endu. 3. Ok, ça blesse à 2. Cette fois, pas de reroll, malheureusement. C'est pas très stable. Ouais, ça fait quand même 30 blesses. Ok, du coup, ça fait 30 sauvegardes. Du coup, c'est PA-3, mais avec ma règle d'armée, ça fait PA-6. Et du coup, j'ai pas de sauvegarde. Bah ok, 30 morts. J'ai 20 gars. Bah 20 morts, lol. Ouais, c'est trop bien de jouer méta. Donc voilà, un petit dialogue de partie qui met en scène un joueur méta gogol et un joueur gogol tout court. Mais on va pas se mentir, souvent ça ressemble à ça. On est sur une forme un peu d'échange très formel qui va finalement être composé pour 90% de sa teneur de chiffres, de lancer de dés et de cette fameuse question endu, point d'interrogation. Sauvegarde, point d'interrogation. Et ça peut être extrêmement énervant. Franchement, le mec qui, pendant toute une partie, va me demander quelle est mon endurance. Au bout d'un moment, ça saoule si tu veux. Tu joues Space Marine, toute ton armée a Endu 4. Allez, les Terminators Endu 5 et les Gravis Endu 6. Ça n'est pas bien difficile à retenir. Si tu avais fait un minimum tes devoirs la veille au soir, tu n'aurais pas à me poser cette question 27 fois. Merci, essaie de faire un effort, s'il te plaît. Mais bon, voilà, on est sur une forme d'échange très formelle et j'ai envie de dire très ennuyeux. Et donc, pour recréer du drame sur table, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toute la teneur de cette émission. Je vais vous donner des pistes pour recréer de l'enjeu dramatique sur table. Et donc, excite les dialogues sans âme de Wargamer dédramatisés et gogol qui finalement, voilà, il y a trop peu d'échanges là-dedans. Nous, on veut recréer du drame, de l'échange. Et pour ce faire, eh bien, j'ai une petite proposition à vous soumettre. Ça va être tout simplement une nouvelle manière de jouer. Et donc, on va parler d'un jeu dans le jeu. Et la première règle de ce jeu, ça va être on ne parle pas du jeu. Durant toute la partie, vous n'allez pas parler une seule fois d'une mécanique de règle. Vous n'allez pas parler de dés, vous n'allez pas demander à votre adversaire quelle est son endurance, quel est son invulnérable. On va essayer de faire une partie entière sans parler du moindre ressort mathématique de jeu. Vous pouvez dès lors vous figurer la chose et spoiler alert, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué de faire une partie entière sans parler une seule fois de dés, de chiffres ou de quoi que ce soit. Vraiment, on n'est pas sur du tout venant. On va faire appel tout simplement à la puissance de quelque chose qui existe depuis un moment, qui est à mon sens la meilleure chose pour recréer du drame. Ça va être le verbe, la littérature dans son ensemble. Donc,
une partie entière uniquement dictée par la puissance épique de la littérature. Cette mécanique vraiment compliquée, vous allez devoir respecter quelques critères pour pouvoir l'honorer. Déjà, cette partie, faites-la à petit format, une partie de 1000 points. Donc là, je vais vous parler vraiment d'une partie test. On va faire une partie test en n'évoquant pas une seule fois la moindre mécanique de jeu. Donc, posons le décor, il vous faut une petite liste. Voilà. D'office, un petit effectif, ce sera moins compliqué. Il vous faut un adversaire avec lequel vous jouez souvent. Quelqu'un avec qui vous avez une complicité de chaque instant. Un très bon pote, c'est le meilleur candidat potentiel à l'exercice. Et ensuite, il va vous falloir connaître par cœur la liste adverse. Alors là, bon, c'est pas bien compliqué, depuis le nouveau système en V10, un détachement, c'est une petite poignée d'amélioration, une petite poignée de stratagèmes, une règle de faction souvent très simple à retenir, et bien quelques datasheets que vous allez devoir potasser de manière à ce que durant la partie, vous connaissiez déjà toutes les datasheets de l'adversaire. Donc les endurances, les sauvegardes, vous allez les connaître, la force de ses armes, les équipements spéciaux qu'il aura, les améliorations spéciales, les petites habiletés à droite, à gauche. Honnêtement, quand on est un peu expérimenté au jeu, sur une liste à 1000 points, ça ne demande pas beaucoup d'efforts de bien anticiper la liste qu'il y aura en face de vous. Et si besoin, faites-vous un petit calepin où vous notez finalement les critères les plus déterminants de l'armée adverse. Donc voilà, je pense que pour faire cette petite partie test, quelques conditions sont nécessaires. Donc je répète, un bon pote, une liste adverse que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Donc naturellement, votre liste aussi, vous la maîtriserez sur le bout des doigts. Et un petit format sur une table de décor assez simple. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. En ce qui concerne la mission, franchement, ne faites même pas, je pense, de secondaire ou quoi que ce soit. Faites-vous une petite game à l'ancienne avec un simple objectif primaire, prendre et tenir. Faites-vous vraiment le truc le plus simple du monde pour expérimenter cette nouvelle façon surdramatique de jouer. Donc je pense que voilà, ces quelques conditions suffiront. Et donc, dans le reste du déroulement de la partie, prévoyez quand même une petite clochette. Cette petite clochette, ça va être votre briseuse de narration. C'est que dès lors qu'il y aura quelque chose qui se déroule en face de vous que vous ne comprenez pas, par exemple, vous voyez l'adversaire toucher à 2 alors qu'il a une CT de 3, vous réfléchissez, vous ne voyez pas vraiment de quel bonus il a pu tirer parti, etc. Un petit coup de clochette, vous lui posez vite fait la question, il vous répond, un petit coup de clochette et la narration reprend. Voilà, il faut, je pense, ce sera assez nécessaire de mettre dans votre partie de temps en temps quelques petits récits brisés tout simplement par une question de règle ou un point de détail à éclaircir entre joueurs compétents. Voilà, la petite clochette également, c'est une condition, je pense, qui aura son importance. Mais le but du jeu, ça va être de la faire teinter le moins possible, naturellement. Donc pour illustrer la chose, prenons par exemple une phase de jeu la plus simple du monde. Allez, prenons 5 EV Intercessors qui vont tirer sur des cultistes et ensuite les charger. Au sein de cette escouade de EV Intercessors, il y a un apothicaire Biologus. Donc retrouvons nos deux joueurs Gogol, l'un méta Gogol et l'autre Gogol tout court. Alors, début de ma phase de tir, mes 5 EV Intercessors vont tirer sur les cultistes en phase 2 avec leur bolter lourd. D'accord. Donc idem que précédemment, vu qu'ils n'ont pas bougé, ils touchent à 2. Reroll, serment de l'instant. Donc tous les 6 c'est du lethal hit grâce à l'apothicaire Biologis. Ah ouais, ok. Donc voilà, ça fait 7 touches. Endu. 2. Ok, ça blesse à 2. Sauvegarde. 6. Bon, t'as plus de sauvegarde, ça fait 5 morts. Ensuite, ils vont charger, donc je lance mes dés. Ok, c'est 12, on est large. Et merde. Donc voilà, ils chargent, touche à 3. Ça fait 12 touches, endu. 2. Je t'ai déjà dit. Ouais, excuse, ouais. Ok, ça fait 5 blesses, sauvegarde. 6. Je te l'ai déjà dit aussi. Ouais, excuse. Donc vas-y, t'essayes à 6. D'accord.
Ah, il y en a aucune. Ok, donc ça refait 5 morts, et donc grâce à l'habilité spéciale de mon biologis, dès que je détruis une cible ennemie au corps à corps, je change mon OC en œuf. Du coup, je recapture l'objet. Ah ouais, et pourquoi? Je sais pas, c'est sa règle, tu vois. Oh, c'est 9. Ouais, il est déter, ouais, il passe à OC9 dès qu'il tue quelqu'un. Bah, c'est pas très méta, mais c'est sympa. Je trouve pas, moi. Donc, vous voyez, une phase de jeu tout à fait classique. Eh bien, cette phase de jeu, donc si je me mets à la place du joueur qui tire, qu'est-ce que ça pourrait donner si on respecte un peu ce petit jeu du je ne cite aucun chiffre, je ne cite aucune mécanique de jeu en particulier. Donc, ordre a été donné à mon escouade de Heavy Intercessors de prendre pour cible la horde de cultistes déferlant sur mon flanc gauche. Les systèmes de visée avancée de l'apothicaire biologis vont permettre à l'escouade de mieux appuyer ses tirs et de viser ses cultistes en pleine tête. Après un tir à courte portée dévastateur, l'escouade décide de se lancer dans la mêlée et charge tout droit dans la horde de cultistes dégénérés. L'apothicaire entrevoit sur le bras nu du chef de l'escouade ennemie une espèce de mutation organique. Peut-être d'origine démoniaque vu sa nature fluorescente, et tandis que ses compagnons d'armes enfoncent littéralement la horde ennemie, il décide de se mesurer seul face au chef de l'escouade ennemie et finit par lui trancher le bras avec son épée tronçonneuse. Une fois l'escouade annihilée, il s'empare de ce bras et l'enferme dans sa petite cuve réfrigérée. Ce prélèvement est peut-être d'une importance stratégique capitale, et tandis que ses frères d'armes se redéploient autour de lui et de transmettre à la flotte amirale les données de son prélèvement biologique. Donc vous voyez une petite phase de jeu qui est traduite quelque part avec un petit accent littéraire et on y retrouve un petit peu tout. On y retrouve donc par exemple le Lethal Hits. Donc un Lethal Hits en termes littéraires, c'est tout simplement que l'escouade va mieux viser. Donc dans ce cas-ci, ça peut être illustré par des tirs de bolt placés en pleine tête, accompagnés par un système de visée amélioré. Et le fait que un apothicaire biologiste par exemple augmente drastiquement son OC dès lors qu'il détruit une unité ennemie au corps à corps, on peut très bien imaginer ce genre de petit ressort narratif. Cet apothicaire a accompli tout simplement un prélèvement qui est peut-être ou pas un enjeu stratégique futur et donc qui rend cette escouade encore plus précieuse et qu'il va falloir donc protéger. Donc voilà, ça demande clairement, vous le voyez, ça demande clairement un petit effort de narration. Il faut réfléchir. Et donc, vous allez réfléchir tout simplement tandis que vous allez lancer vos dés dans le silence le plus absolu. Des jets de dés non commentés, c'est pas évident du tout. Surtout qu'on joue à un jeu qui est notamment régi au craquage de dés. Donc parfois on fait des jets de l'espace, les planètes s'alignent et vous allez avoir une escouade de custodes qui par exemple ne va faire que des 1. Et ça, en termes de narration, ce sont les choses les plus compliquées auxquelles vous allez faire face. Et donc, ces craquages de dés, on va tout simplement utiliser des ressorts dramatiques pour les illustrer. Il faut toujours parvenir à se projeter sur un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, parfois, on a une visibilité nulle, donc typiquement qui va vous faire toucher comme une bille. On a des armes qui peuvent s'enrayer. On a des nuages toxiques. On a des contagions. On a par exemple du pilonnage de l'artillerie ennemie. Pour vous aider dans tout ça, il faut tout simplement vous imprégner du lore, le lore de votre armée. Quelqu'un qui, par exemple, joue Death Guard, en face de lui, d'office, il va affronter une armée fatiguée, une armée noyée dans des nuages toxiques, une armée qui va voir s'effriter son endurance dès lors que vos forces de Death Guard vont s'approcher de lui. Bref, finalement, autant de justifications possibles à des lancers de dés, soit complètement critiques, soit complètement ratés. Et je pense qu'on a tout finalement les ressorts dramatiques qu'il faut dans le lore de chacune de nos factions pour illustrer ce type de jet complètement
odieusement réussi ou odieusement raté. Moi, il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai un Gladiator Lancer, donc le truc, il touche à 2 reroll, eh bien j'ai raté les deux. Si tu veux, tu fais double 1, tu reroll double 1. Eh bien ça, pour l'illustrer narrativement, évidemment qu'on va parfois un petit peu bloquer. Et donc, ce qui se passe assez souvent, car oui, je vais en parler, mais cette partie test, je l'ai faite. Je l'ai faite et ça a tourné à la mongolerie pure et dure. C'est-à-dire qu'on s'est marré tout du long. On s'est marré tout du long, mais honnêtement, on a quand même respecté le deal et c'est justement le fait d'être incapable de citer la moindre mécanique de règle qui va vous faire marrer. Là, je vous raconte pas, hein, le Gladiator Lancer double 1, reroll double 1. Voilà, il y a eu un bon rire d'1 minute, un rire assez nerveux, avant que je ne trouve la punchline qui me permette de justifier un raté pareil. Et cette punchline, c'était tout simplement des cibles très lointaines et au milieu de ma ligne de tir, eh bien, il y avait eu préalablement un bombardement de missiles. Donc voilà, j'ai illustré la chose comme ça. Visibilité très nulle, eh bien, même un Gladiator Lancer peut complètement échouer. Si je prends d'autres exemples de factions, vous avez les sœurs de bataille. Je veux dire, qui de mieux qualifié qu'elles pour illustrer des jets de dés aux statistiques complètement aux fraises, car sur le champ de bataille, eh bien, intervient régulièrement, c'est inscrit dans leur lore, la volonté de l'empereur sous forme de miracles. Et donc ces miracles, eh bien, vont vous permettre d'illustrer tous vos jets de dés absolument terrifiants de réussite. Tandis que pour les ratés, vous allez trouver les justificatifs plutôt dans le camp ennemi. Par exemple, moi, en tant que joueur Ravenguard, donc ma règle d'armée, c'est de donner des malus au tir à mon adversaire. Là, idem, c'est assez facile de créer un petit ressort narratif qui va illustrer le fait que votre adversaire touche mal. Finalement, il a parfois l'impression de ne tirer que sur des ombres mouvantes. Donc là, également, très facile. Si vous jouez, par exemple, Thousand Sons, donc Thousand Sons, c'est idem. Le champ de bataille va se mettre à s'imprégner d'énergie warp. Et cette énergie warp, eh bien, elle peut prendre la forme de ce que vous voulez. Des espèces de flammes qui vont naître sur le champ de bataille, qui vont couper vos lignes de vue. Là, idem, ça peut être tout à fait une source de G2D raté. Tandis que les jets de dés réussis, eh bien là, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être une foi acharnée envers l'empereur. Ça peut être des serments de l'instant qu'on veut absolument honorer. Ça peut être une soif rouge Blood Angel. Ça peut être une espèce de crise d'hystérie au sein de vos escouades World Eaters. Ça peut être des orques qui sont absolument galvanisés par la présence de leurs camarades. Et là, les orques également, c'est un exemple c'est un exemple de ressort narratif très facile. Si vous merdez un G2D, ça peut très bien vouloir dire que les orques indisciplinés commencent à se taper dessus l'un l'autre plutôt que de mettre toute leur force dans l'éradication de leur adversaire. Bref, il y a tellement de choses à dire. Je pense que dès lors que vous soyez bien imprégné de l'état d'esprit de votre codex, il y a absolument tout le petit bagage littéraire qui va vous accompagner. Donc pourquoi pas bosser un petit peu ça en amont. Un bon exercice, par exemple, ça va être de prendre votre liste d'armées et de vous concentrer, par exemple, sur les habiletés de chaque datasheet. Chaque datasheet, actuellement à Warhammer 40 000, a sa petite règle spéciale. Et je pense que ces petites règles spéciales, elles font partie des choses les plus intéressantes à mettre en forme littérairement. Prenons l'exemple d'un capitaine Space Marine tout bête, donc l'habilité s'appelle Finest Hour, ça veut dire qu'une fois par bataille, il va s'énerver très fort pour gagner à la fois 3 attaques et le petit mot-clé Devastating Wounds. Donc ça, typiquement, vous êtes engagé au corps à corps, le moment est critique, et bien là, vous allez galvaniser vos frères d'armes dans un discours ravageur et votre capitaine va se mettre à s'énerver très fort. Donc là, c'est le genre de petites règles qui
qu'il vous sera très facile de justifier d'une manière un petit peu narrative. On appelle nos camarades à aller vers la soif rouge, on fait nos serments de l'instant, on fait un grand discours, on parle de l'empereur, on galvanise les troupes. Bref, c'est le moment d'envoyer la sauce et ça, vous allez trouver le petit ressort narratif qui va avec. Idem pour un lieutenant qui cette fois a 2 petites règles spéciales. Donc d'une part, le Tactical Precision qui vous donne le Lethal Hits. Donc ça, comme je l'ai dit précisément, on peut parler par exemple d'un système de visée amélioré qui va permettre à votre escouade de mieux ajuster ses tirs. Donc mieux ajuster ses tirs, voilà, ça peut être une habileté, ça peut être le fait d'avoir campé sur ses positions au tour précédent. Donc, voilà, quand on ne bouge pas, on touche mieux, etc. Et une autre petite règle spéciale qui est le Target Priority qui consiste finalement à désengager, tirer, charger. Donc ça, on peut très bien imaginer ça sous la forme d'un dialogue avec le capitaine présent sur table qui va lui demander de changer de cible en cours d'attaque pour libérer un couloir de tir supplémentaire, etc. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire fonctionner vos méninges et les enjeux stratégiques que vous déterminez en début de tour, il faut tout simplement qu'ils soient incarner. Donc pour incarner, rien de plus facile que de donner à chacun de vos personnages un petit nom ou voire à chacune de vos escouades un petit nom. Par exemple, voilà, on peut nommer une escouade Infernus, dans tous vos codex, il y a largement matière à trouver des noms pour vos personnages et pour vos escouades. Là aussi, ça va également participer à renforcer le narratif. Et durant cette partie un peu narrative et littéraire, il y a une phase reine dans tout ça, c'est votre phase de commandement. La phase de commandement, c'est la phase où on prépare finalement son plan de bataille. Et ce plan de bataille, vous allez le préparer par oral. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous adoptez un point de vue un peu extérieur à la chose. Vous êtes finalement le grand maître de l'échiquier et donc le discours pourrait être de cette forme-là. La force d'intervention Ravengard progresse embusquée à travers les ruines. Au loin résonnent des échos que ces hommes ne connaissent que trop bien, des échos d'une marée verte orque. Le capitaine Kevin Shrike fait appel à ses QG infiltrés et à son vaisseau en orbite pour évaluer la situation, affichant au fur et à mesure les présences ennemies sur son Auspex. Après une évaluation rapide de la situation, ordre est donné d'adopter une formation d'embuscade. Les troupes Phobos vont mener un mouvement d'avant-garde, chacune accompagnée d'une exo-armure pour venir cibler les ennemis les plus proches et piéger des positions clés, tout en tirant bénéfice des couverts. Ordre leur est donné d'effectuer un mouvement de retraite immédiat si l'ennemi devient trop proche, tandis que la ligne arrière va optimiser ses déplacements pour prendre des lignes de vue sur l'arrière-garde ennemie en vue d'anéantir ses cibles les plus massives, visant à créer un mouvement de panique dans leur zone de déploiement et éventuellement ébranler certaines de leurs machines de guerre. Le capitaine, quant à lui, va furtivement s'approcher du centre du théâtre d'opération tout en demeurant caché, prêt à organiser une contre-offensive décisive. Donc voilà, typiquement, une petite tirade de phase de commandement qui est assez claire sur vos intentions de jeu. Car, comme vous aurez pu le noter, on relève dans cette petite tirade pas mal de mots-clés, que ce soit les noms des unités, quelles que soient quelques mécaniques de jeu particulières comme mouvement d'avant-garde ou la notion d'ébranlement dans les lignes ennemies qui peut indiquer à votre adversaire que oui, c'est ce que vous allez chercher à faire, à créer des tests d'ébranlement dans sa zone de déploiement. Donc voilà, les intentions sont très claires. Alors là, évidemment, je triche grâce à la puissance de la voix off, mais cette voix off, inspirez-vous-en, surtout en fait lors de cette phase de commandement qui s'y prête particulièrement bien. Déclamez votre plan de bataille tel que le ferait un riche comédien qui enregistre par exemple pour une publicité Chanel. Mais bref, le ton posé, l'inspiration naturellement au maximum du possible. Bref, il faut s'inspirer un peu de cette mécanique de voix off, je pense, pour créer quelque chose de solennel. Voilà, ça amène plus de gravité et de la part de votre adversaire, ça amènera également plus de rire. Mais donc, faites bien attention
que dans ce genre de petits discours, mettez en valeur certains mots-clés pour que tout demeure compréhensible. On dévoile son plan de bataille en citant éventuellement les stratagèmes que l'on va potentiellement utiliser. Et ces stratagèmes, eh bien, si vous respectez le jeu de connaître par cœur la liste adversaire, eh bien, votre ennemi les connaît par cœur également, ces stratagèmes. Donc la simple évocation du nom de l'un d'entre eux l'amènera à comprendre ce qui va potentiellement se passer. Donc ces mots-clés, dans votre discours, ils vont avoir une importance cruciale. Donc, on a beaucoup de règles dans Warhammer 40 000 qui ont leur petit nom, donc ces petits noms qui s'incarnent au travers de mots-clés. Eh bien, ces mots-clés, utilisez-les un maximum pour améliorer la compréhension globale de votre mécanisme de jeu pour votre adversaire. Donc, dans ces mots-clés, il y en a pléthore, et donc, utilisez-les souvent, quitte à faire un peu dans la redite, hein, c'est pas bien grave. Mais donc, pêle-mêle, on va trouver par exemple létal, soutenu, dévastator, anti-psyker, insensible à la douleur. Le but, c'est que vraiment votre adversaire ne se pose pas la moindre question. Donc ça, c'est vraiment une autre partie très difficile de l'exercice. Donc la première difficulté, naturellement, étant d'être le plus littéraire possible, hein. Donc là, c'est vraiment à la fois un effort d'éloquence, un effort de diction, un effort de mise en forme sur votre partie. Mais l'autre partie assez difficile de ce travail, ça va être de penser sans arrêt à son adversaire. Il faut que vous gardiez à l'esprit que votre adversaire, si vous lui faites une tirade lyrique au maximum, très emphasée, etc., mais que lui, en face, il n'a aucune idée de ce que vous allez faire, c'est raté. Il faut que les choses soient très claires pour votre adversaire. Et donc, pour cela, quel meilleur moyen que d'utiliser la plupart des mots-clés présents dans les règles. Donc, la simple évocation, par exemple, vous allez évoquer une unité de Hellblaster qui, admettons, a le mot-clé Lethal Hits grâce à son lieutenant. Eh bien, au début de la phase de tir, vous n'allez pas vous priver de spécifier que cette escouade de Hellblaster faisant surchauffer ses armes vise à être la plus létale possible. La simple prononciation de ce petit mot létal, votre adversaire sait directement que tous les 6 à la touche seront des blesses auto. Aussi, il ne se posera pas la question durant vos jetés de dés qui, je le rappelle, se font dans un silence assez monacal. Et à ce titre, n'hésitez jamais, par exemple, à évoquer les titres de vos stratagèmes. Donc, comme dit précédemment, des stratagèmes, vous en avez 6, eh bien, votre adversaire va les connaître, ces 6 noms particuliers. Donc, les titres des stratagèmes sont assez évocateurs. Qu'il s'agisse par exemple d'un tank shock. Ah oui, ouais, moi le problème c'est que j'utilise les titres en anglais. Ça, il faudra que je m'adapte un petit peu à apprendre certaines appellations en français naturellement pour mieux les utiliser dans mon discours. Mais bref, les stratagèmes comme ça sont assez évocateurs. Dès lors que vous allez soulever le nom de tel ou tel stratagème, votre adversaire comprend que vous allez le faire. Et là, vous lui faites simplement voir votre petit dé de décompte de PC dans la main. Vous lui faites voir votre petit dé, donc auquel vous allez retrancher un CP, et les choses se font le plus naturellement du monde. Un des plus faciles à utiliser, par exemple, c'est le tir de contre-charge ou le tir en état d'alerte. Sa simple évocation, votre adversaire va savoir exactement ce que vous allez faire. Donc voilà, on n'hésite jamais à se servir des mots-clés, on n'hésite jamais à se servir du titre des stratagèmes et de temps en temps, eh bien, un petit rappel, par exemple, de votre règle de détachement peut également être de bon aloi. Donc je rappelle, par exemple, en Ravengard, ma règle de détachement, c'est Maître des Ombres. Par exemple, on peut imaginer que l'adversaire... Donc ça nous donne des bonus de couvert, à la fois du -1 hit et du couvert léger. Par exemple, si vous vous rendez compte que votre adversaire est en train de vous tirer dessus en ayant oublié votre petite règle d'armée, rappelez-lui que ces unités sont en train de cibler des maîtres de la dissimulation, des maîtres de la furtivité, des maîtres des ombres. Voilà, le simple petit rappel d'un titre de règle comme ça va lui remettre les idées en place et lui évitera de faire une erreur de jeu.
Parmi les difficultés potentielles de ce petit exercice que je vous propose, l'un d'entre eux va également être la redondance. On peut très bien s'imaginer, par exemple, surtout lors d'une phase de tir à rallonge, par exemple, voilà, vous jouez une armée tau donc, qui ne propose que du tir. Et bien là, à chaque unité qui tire, si vous répétez un peu la même chose, on va vite se faire chier. Donc, il faut toujours habiller, meubler, contextualiser et surtout romancer. Chaque unité va avoir ce petit quelque chose en plus que les autres dont il faudra vous emparer. Donc ce petit quelque chose en plus, on peut le trouver par exemple dans les habiletés de la dite unité. Donc si on reste dans l'exemple des taux, eh bien le ciblage, cette mécanique de jeu essentielle au gameplay taux, peut très bien être la source de petites punchlines, des unités qui ciblent, des unités qui utilisent ce ciblage pour tirer, etc., etc. Vous n'aurez aucun mal à adresser des petits liens de cause à effet dans le séquençage de vos unités qui se mettent à tirer. Donc voilà, évitez la redondance au maximum. Donc pour ça, on peut s'aider de plein de choses. Bon, déjà, le champ lexical, hein, plus vous aurez de vocabulaire et mieux ça va se passer. Mais on peut également utiliser, par exemple, les mouvements que l'on vient de terminer pour mieux décrire l'action. Une unité qui vient de faire une advance ne va pas tirer de la même manière qu'une unité qui n'aura pas bougé, qui sera inamovible et donc qui potentiellement va mieux viser. Pêle-mêle, ensuite, on peut trouver bien d'autres choses comme le choix des munitions, les ordres qui seront donnés par le QG éventuellement qui mène cette escouade, les différents systèmes d'amélioration de tir comme les systèmes de visée, les systèmes de ciblage, les armes jumelées également vont faire appel à un champ lexical différent comme la tempête de tir par exemple, le tir de barrage, pourquoi pas, les armes à fusion également ont un champ lexical bien à elles. Tout ce qui est également armes anti-machin, anti-monstre, anti-véhicule, anti-psyker. Et ensuite, dans la contextualisation de l'action, eh bien, vous pouvez déterminer est-ce qu'on y voit clair sur ce champ de bataille? Quelle a été l'action précédemment menée pouvant influer ou pas sur mon tir? L'adversaire m'impose-t-il des malus au tir? Bref, en gardant tout ça à l'esprit, en prenant en compte les actions précédemment menées, le mouvement, la contextualisation du champ de bataille, les habiletés éventuelles de vos troupes, les bonus éventuels de vos troupes, les améliorations que vous donne un QG, tout ça, ça nous crée un champ lexical possible où, eh bien, un Imperial Knight qui tire, ça peut devenir un putain de festival littéraire. Tout comme un Ctan qui intervient au corps à corps contre une compagnie de la mort, quoi. Imaginez, quoi. On parle d'un demi-dieu qui affronte des mecs complètement enragés. Vous voyez, dans le cadre en fait d'une partie en association, d'une partie un peu méta ou je ne sais quoi, on perd parfois de vue le caractère exceptionnel de ce qui est en train de se jouer sur un champ de bataille. Vraiment, hein, un demi-dieu qui charge une méga unité d'élite, putain, mais c'est pas censé se faire avec des dialogues un peu neuneux, ouais, en du 4, ouais, je blesse à 2 et blablabla. Non, ça mérite beaucoup mieux que ça. Ça mérite beaucoup mieux. Et donc finalement, tout ça, ça mène à quoi? Parce que là, vous allez me dire, ouais, ok, frère Maxou, t'es gentil, mais là, tu nous fais chier. Tu es en train de nous apprendre comment jouer, alors que nous, on se débrouille très bien sans toi. On jette des dés, là, ça se passe bien, c'est rigolo. Bah oui, certes, là, ce que je vous propose, c'est un exercice clairement difficile. Cependant, pour l'avoir mené, hein, du coup, on est dans le fun intégral. On est vraiment dans le fun intégral. Et ben, cette partie test, la première partie que vous allez faire en mode wargame dramatique sera immanquablement un échec cuisant, comme je l'ai vécu, hein. Donc cet échec cuisant, cependant, il va vous apporter plusieurs choses. Il va déjà vous apporter une après-midi de rigolade assez terrible, hein. Ça, je vous le prédis, c'est très marrant. C'est très difficile, mais en vérité, on se marre à faire ça. On se marre réellement. Cependant,
Eh bien, cette partie test et cet échec cuisant vont installer les premiers rudiments du wargame dramatique et littéraire. C'est que vous allez acquérir les premiers réflexes. Vous allez vous familiariser avec vos troupes. C'est-à-dire que cette compagnie de la mort qui, jusqu'à maintenant, vous la meniez tête baissée dans la mêlée, en jetant des dés, en commentant juste avec des chiffres, là, vous allez y réfléchir et vous allez tisser un petit univers, un petit champ littéraire, un petit champ lexical autour de cette unité en particulier, tant et si bien que, au fur et à mesure de vos parties, ça va devenir un petit réflexe. Et à l'occasion, admettons, dans une petite game en association où vous avez juste 2h30 devant vous, vous aurez tellement pris le réflexe que cette compagnie de la mort, vous allez la faire combattre avec tout un petit tas de punchlines qui lui est associé. Et ça, votre adversaire en face, il va se dire « Ah putain, le mec, il vit vraiment son jeu, quoi !» Au final, cet exercice, il va vous permettre de redécouvrir vos figurines qui ne vont plus être de simples pions. Ce petit exercice va vous apprendre à faire corps avec votre armée. Vous allez apprendre à la romancer, à la contextualiser et quelque part à la respecter davantage, à lui accorder bien plus de valeur que vous ne lui en aviez offerte jusqu'à présent. Moi, voilà, je me suis pris au jeu. Ma compagnie de la mort ou mes Vanguard vétérans, désormais, ils opèrent toujours sous une petite tirade littéraire qui va illustrer à la fois leur classe absolue, mais également les petits points de règle qui vont avec. Donc finalement, au fur et à mesure des parties, que vous allez mener comme ça, sans citer le moindre point de règle, vous allez acquérir des réflexes. Et ces réflexes, ils vont changer sur le moyen terme votre façon de jouer. Vous allez davantage faire corps avec ce qui est votre règle de détachement, vos stratagèmes et plus globalement l'ADN pur et dur de cette armée qui est potentiellement votre armée de cœur. Et donc, finalement, ce que je vous propose, ok, ça peut paraître chaud, mais tout ça va se traduire en véritable plaisir. Et avec votre adversaire, donc qui aura choisi de mener ce petit exercice du wargame dramatique en votre compagnie, le résultat de tout ça, il va se traduire par de l'échange, du véritable échange avec votre ami, avec lequel vous n'allez pas vous contenter d'échanger des chiffres. Vous allez vraiment entamer un dialogue construit, dramatique, littéraire et surtout marrant, quoi. Vraiment, c'est difficile à esquiver d'exploser de rire lorsque le mec en face de vous prend ses accents les plus épiques pour vous informer que il a raté sa charge. C'est vraiment quelque chose d'assez rigolo. Ça rend le truc d'autant plus difficile, c'est de ne pas se marrer. Ça, je vous le promets, du rire, il y en aura. Donc au final, il y a de l'échange, du drame, mais aussi beaucoup de rire. Donc, ce que je vous propose, finalement, c'est une démarche très sérieuse, mais finalement, sur le terrain, c'est tout l'inverse. Au début de l'émission, je soulignais le fait que, j'étais parfois fatigué d'assister à des batailles où ça rigole sans arrêt, où tout est pris à la légère. Ici, en vérité, ça rigolera tout autant, sauf que la démarche, cette fois, elle est on ne peut plus sérieuse. Donc si j'ai pu passer pour un rabat-joie en début d'émission, je m'en excuse. Le but, évidemment, c'est toujours de s'amuser. Quoi de plus normal ? C'est un jeu, nous sommes là pour nous amuser. Nous allons continuer à le faire, mais sous une forme différente. Parce que cet exercice périlleux, vous allez finalement percuter tous les étages possibles de la maladresse. C'est vraiment difficile, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment quelque chose de difficile, mais vous allez acquérir ces premiers réflexes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une connaissance approfondie de vos troupes et dont vous allez pouvoir recycler les idées que vous avez eues durant certaines batailles. À ce titre, l'usage d'un petit calepin
peut être quelque chose d'assez terrible en termes de fluidité de jeu. Par exemple, sur un calepin, vous allez noter les titres exacts des stratagèmes de votre adversaire. Pourquoi pas? Ainsi, à leur simple évocation, bim, vous vous rappelez directement de quoi il s'agit en termes de règles. Donc voilà, on est toujours dans cet échange, mais en essayant de polluer le moins possible notre démarche quelque part narrative et littéraire. Mais en tout cas, à l'issue de tout ça, vous allez acquérir quelque chose de plus, ça c'est une évidence. Vous allez vraiment donner vie à votre codex, vous allez donner une vraie valeur à chaque affrontement que vous allez mener sous les codes de cet exercice ô combien particulier, j'en conviens. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là pour à mon avis, je pense que ce sera le premier épisode d'une petite série qui s'appellera le Wargame dramatique. Parce que je pense qu'il est plutôt potentiellement constructif d'approfondir la démarche. Alors, à ce titre, j'ai sans doute besoin de vos retours. Déjà, d'une part, si l'expérience vous tente et si vous êtes un peu localisé géographiquement proche de moi, allons-y, je peux vous proposer une première expérience de wargame dramatique à la maison. Donc, tout en respectant les règles précédemment énoncées, c'est-à-dire un petit format, une connaissance parfaite de la liste adverse et des scénarios plus bêtes tumeurs. Quelque chose de vraiment épuré pour justement laisser libre cours à notre imagination et à notre petit langage. Donc, si vous êtes chaud pour essayer ça, c'est tout à fait possible. Les portes de Brother Maxou sont ouvertes. Si vous voulez cumuler ça, cumul des mandats total avec un Faction Focus, c'est également possible. À ce titre, je suis bien content parce que cet été va être riche en Faction Focus mené en duo. Donc ça va arriver au compte-gouttes, mais ça va être sympa. Franchement, il y a pas mal d'émissions qui vont vous arriver droit dans la gueule. Donc le Wargame dramatique, c'est tout pour l'instant. Faites-moi vos retours sur cette proposition. D'une, est-ce que ça vous tente? De deux, est-ce que vous voulez qu'on tisse une espèce de petit réseau, une espèce de petit développement autour de ce concept? On pourrait très bien imaginer de ma part une émission où je traduirais littérairement des mécaniques de jeu. Pourquoi pas? Donc, suivant le même exercice que j'ai fait là pour rigoler un peu, c'est-à-dire contextualiser la chose sous la forme d'un dialogue entre deux joueurs. C'est quelque chose qui me fait rire, donc ça ne me dérange pas de le faire. Bref, faites-moi vos propositions. Est-ce que vous voulez plus de wargame dramatique? Est-ce que vous voulez plus d'exemples, de punchline, de dialogue entre deux joueurs? Bref, je pense avoir ouvert possiblement une boîte de Pandore. Moi, en tout cas, j'y ai goûté et suite à cette première partie de test, je n'ai clairement qu'une seule envie, c'est de réitérer l'exploit. Donc, d'une part, avec ce premier partenaire, parce que désormais, nous avons acquis les premiers gestes qui sauvent en termes de littérature. Donc, maintenant, ça fait de nous des gens plus qualifiés. Donc, potentiellement, on va moins passer de temps à se foutre de la gueule l'un de l'autre et on mènera peut-être les choses avec plus de sérieux la prochaine fois. Mais en tout cas, si je peux multiplier l'expérience avec d'autres partenaires de jeu, je suis tout à fait engagé sur cette voie. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, si vous en voulez plus, dites-le moi et on arrangera les choses pour la suite. C'est tout pour aujourd'hui, les mecs. Je vous retrouve plus tard sur le Discord de Rural Hammer, sur l'Instagram Brother Maxou Painting. Passez un très bel été, riche en terrasse. Et là, ça y est, la chaleur est là. Moi, avec mon code génétique de rouquin, je commence à prendre cher. Dès qu'on passe les 25 degrés, frère Maxou est en souffrance. Bref, pourquoi je dis ça? On s'en fout complètement. Bref, le wargame dramatique, voilà. La porte est ouverte, faites-en ce que vous voulez. Moi, néanmoins, l'exercice m'a super plu et j'ai hâte de continuer, possiblement avec vous, les mecs. Ben oui, avec vous, mes chers auditeurs. Portez-vous bien, bonne peinture, bonne lecture, bon jeu. Ah, ciao, les gars.